Quels AVC hémorragiques nécessitent d'être pris en charge en réanimation? Et on va parler aujourd'hui en fait de la prise en charge des AVC hémorragiques graves, principalement parce qu'en fait il faut imaginer que quand on s'intéresse aux AVC, il y a à peu près 150 000 AVC en tout en France, 20 000 sont des AVC hémorragiques et en fait une petite proportion aura besoin de réanimation parce qu'il y a une petite proportion se retrouvera dans une défaillance d'organes qui met leur pronostic vital en jeu. Quand on prend l'histoire de ces patients, c'est pour la plupart d'entre eux, en fait, des patients qui assez rapidement se retrouvent dans un état de coma. C'est-à-dire que petit à petit, leur conscience diminue et donc ils ne sont plus en contact avec leur environnement. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc ça peut arriver à la maison, ça peut arriver au travail, ça peut arriver dans les modes de transport, parfois ça peut arriver au volant. Donc en fait, c'est des situations où évidemment l'environnement est témoin de cette dégradation neurologique avec ce coma qui s'installe. Et donc ce qui est très important pour nous, en fait, c'est les premiers secours. Quels sont les rôles des premiers secours pour ces patients? Donc on a besoin que tout le monde soit au courant de comment marche l'AVC pour qu'ensuite ils puissent très rapidement appeler les premiers secours, parce que les premiers secours vont pouvoir rapidement mettre en place les assistances qui vont pouvoir préserver le patient et l'emmener jusqu'à la structure hospitalière dans des bonnes conditions. Donc en pratique, quand le malade est dans le coma, pour faire une situation assez classique, les premiers secours, c'est d'abord les pompiers qui vont stabiliser le patient et ensuite ils vont appeler le SAMU et le SAMU va pouvoir transférer le patient. Et parfois, quand le coma est profond, en fait, on doit mettre une assistance respiratoire pour faire en sorte que la fonction respiratoire, les poumons fonctionnent correctement et qu'on évite que le malade avale de travers sa salive et donc on fasse ce qu'on appelle une inhalation pulmonaire. Que se passe-t-il quand le patient arrive à l'hôpital? Très rapidement, on va aller à l'imagerie pour comprendre d'où vient ce coma et mettre en évidence l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique, il est assez facilement diagnosticable sur un scanner. On voit très bien une image qu'on va appeler hyperdense, c'est-à-dire que c'est blanc sur le scanner et ça correspond en fait à du sang qui est sorti du contenu vasculaire et qui s'est logé dans le parenchyme cérébral, donc dans le tissu cérébral, ou dans des régions de la boîte crânienne, comme par exemple la région ventriculaire. C'est des poches d'eau qui consolident le cerveau et qui permettent de récupérer tout le liquide dans lequel baigne le cerveau. Donc cette prise en charge au scanner, donc là les radiologues sont très importants, ils nous aident à faire le diagnostic. Et ensuite on va travailler donc en équipe, et c'est ce qui est très important dans cette prise en charge, c'est que d'un côté, les chirurgiens vont être sollicités évidemment pour savoir si on doit ou pas retirer ce sang, donc procéder à des évacuations chirurgicales ou à mettre des dérivations pour récupérer le liquide, essayer de récupérer la surcharge de liquide qui ne peut pas s'évacuer à cause de ces caillots qui se mettent dans des localisations particulières. Et on aura aussi besoin des neuroradiologues interventionnels qui peuvent être utiles pour traiter la cause du saignement. Si on découvre par exemple que la cause du saignement c'est un anévrisme ou une malformation artério-veineuse avec des malformations qui sont à risque de ressaignement, on peut procéder par voie intravasculaire. Donc les radiologues en fait vont passer par les grandes artères du corps, donc les artères fémorales par exemple ou les artères radiales et arriver jusqu'à l'aorte. Ils vont pouvoir monter vers le cerveau pour aller bloquer le saignement en mettant du matériel qui permet d'éviter qu'il y ait un ressaignement en bouchant la malformation en question. Donc un anévrisme, ça peut se faire boucher par un système qu'on appelle des coils et comme ça empêche que ça ressaigne dans un deuxième temps. Une fois le diagnostic établi, quelle prise en charge médicale est proposée? Il y a toute la prise en charge médicale qui environne donc, ce parcours. Et donc, quand les malades sont très graves, sont les anesthésistes réanimateurs qui s'occupent de cette prise en charge médicale. Donc, ils font le relais avec le SAMU, on vous amène le patient, et nous, on va stabiliser les grandes défaillances. Et en pratique, on va faire en sorte que l'assistance respiratoire, que l'assistance cardiaque, que l'œdème du cerveau, c'est-à-dire la pression qui peut régner dans la boîte crânienne, soit stabilisée et qu'on arrive comme ça à préserver le pronostic vital des patients. Certains patients en fait, vont se retrouver dans un pronostic vital initial très engagé parce qu'on a des éléments factuels de gravité au niveau cérébral, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau rénal qui nous montrent qu'en fait la vie est directement en jeu dès la prise en charge avec parfois des échappements d'emblée. Donc certains patients vont mourir très vite malgré une prise en charge adaptée
et dans les règles de l'art. Et puis, d'autres patients vont pouvoir bénéficier des premiers soins qui vont leur permettre de passer le cap de ce pronostic vital, avec donc de la chirurgie, de la radiologie interventionnelle, des soins de réanimation. Et ensuite, après, ils vont être amenés en réanimation pour la poursuite de la prise en charge. Et là, pendant cette réanimation, en pratique, on va être toujours dans cette organisation de préservation des grandes défaillances d'organes, cerveau, cœur, poumon, pour que petit à petit, à l'aide de traitements médicamenteux, d'assistance comme des machines, des ventilateurs, de mesures au niveau de la boîte crânienne, on essaie de voir la pression pour être sûr que la pression reste basse, pour pas que l'œdème appuie sur des régions neuves du cerveau. On arrive comme ça à amener les patients vers un sevrage des assistances, c'est-à-dire qu'on arrive petit à petit à les réveiller, et puis ensuite enlever les assistances en fonction de leur capacité à récupérer et à sortir de la défaillance. Donc une fois qu'on est sorti de la défaillance, on dit que le pronostic vital n'est plus engagé, et ensuite va se poser les questions d'ordre handicap et récupération secondaire. Les décisions thérapeutiques reposent-elles sur des critères non cliniques ? Une des questions qui est intéressante aussi dans la prise en charge de ces patients, c'est d'être certain qu'on adapte le soin à la gravité et aussi aux volontés du patient. C'est une question qui est souvent posée, c'est comment en fait les réanimateurs et les chirurgiens prennent en compte les directives anticipées. Vous savez qu'il y a une loi depuis 2016 qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti qui introduit le fait que le patient puisse développer au préalable d'un handicap, en fait, auprès de ses proches ou par écrit, et c'est toujours mieux par écrit, ça permet d'avoir une preuve tangible, dire quel est l'engagement thérapeutique qui lui convient avant d'avoir le problème, parce qu'une fois que le problème est là, le malade ne peut pas communiquer, donc il ne peut pas dire en fait si le soin est adapté ou pas. Et donc ces directives anticipées, c'est un élément qui est très important pour nous, parce qu'on intègre évidemment ça dans notre réflexion, sauf qu'en pratique, on n'a quasiment jamais ces éléments dès l'accueil du patient. Donc la meilleure stratégie qu'on élabore avec les chirurgiens et les radiologues interventionnels, c'est de rentrer pour tous les patients dans ce qu'on appelle une réanimation d'attente, c'est-à-dire qu'en fait on fait le maximum pour tout le monde, parce que dans le doute, on met en place tous les traitements. Et puis ensuite, en fonction du terrain du patient, si jamais on se rend compte qu'il avait telle et telle particularité médicale qu'on n'avait pas dans le dossier initialement, un cancer grave ou des pathologies cardiovasculaires très graves, des choses comme ça, ou des directives anticipées justement, on va intégrer ces informations pour essayer de s'adapter, se mettre dans le juste soin. Être sûr qu'on ne fasse pas de l'acharnement thérapeutique, qui est un élément qui est important au niveau de notre société, et être certain que les médecins prennent les précautions pour ne pas rentrer dans l'acharnement, et pour ça, il nous faut du temps. Donc c'est souvent ce qu'on explique aux familles, il nous faut en général 2-3 jours c'est cette réanimation qui permet d'attendre, d'avoir toutes les informations et de manière un peu plus factuelle, savoir si on doit poursuivre toute cette réanimation d'organes ou si il est futile de la poursuivre, et dans ces cas-là, on pourrait accompagner aussi une fin de vie dans ces conditions. Donc en pratique, on a le pronostic vital qui peut être engagé d'emblée par des échappements thérapeutiques. On a un pronostic vital qui ensuite va être maintenu tant qu'on a des assistances respiratoires, des assistances d'organes qui permettent de préserver l'organe dans sa défaillance. Là aussi, il peut y avoir des échappements thérapeutiques. Et puis, dans des étapes un peu plus de réflexion et de prise en compte des directives et des lésions et de la pronostication du patient, on va intégrer aussi une information qui va nous permettre d'adapter le parcours et parfois d'emmener des patients vers des fins de vie, pas par un échappement thérapeutique cette fois-ci, mais plutôt pour s'adapter aux justes soins pour nos patients. Peux-tu nous dire quels sont les acteurs de la neuroréanimation ? Quand on s'intéresse donc à la neuroréanimation en tant que telle, dans la prise en charge de ces patients, donc c'est technique évidemment, ça nécessite beaucoup de monde pour gérer ces patients. En général, une infirmière peut gérer entre 2 et 3 malades maximum. Donc comme elle fonctionne 3 infirmières par jour, voilà, vous imaginez le monde qu'il faut pour s'en occuper. En termes de médecins, on considère qu'il faut à peu près un médecin pour 10 patients. Donc pareil, il faut gérer le jour, la nuit, la garde, les week-ends, les jours fériés. Donc on est très nombreux. Souvent les familles trouvent que ça tourne beaucoup, en fait que les visages changent beaucoup.
mais c'est nécessaire, en fait, c'est ce qui permet d'assurer la sécurité. Donc on a besoin d'être nombreux, donc il y a beaucoup de visages, mais ça permet d'avoir une permanence et de gérer minute par minute ces patients qui sont extrêmement instables. Quelles sont les complications observées en réanimation pour ces patients? Alors les grandes instabilités qu'on a à gérer, c'est toujours un peu les mêmes organes, hein, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, les poumons, les reins. En fait, on doit récupérer après cette maladie gravissime du coma et de l'AVC. Et donc, petit à petit, il faut être certain en fait, qu'on arrive à suppléer l'assistance dont on a besoin et puis enlever progressivement l'assistance et faire cette récupération de l'organe et s'adapter en plus aux surcomplications qui peuvent arriver. Donc les grandes complications auxquelles on est amené lorsqu'on prend en charge un malade qui a eu une étape de coma initiale et qui rentre ensuite en réanimation, une des principales complications, c'est l'infection. Donc les malades en fait, qui viennent en réanimation, principalement parce qu'ils ont avalé de travers leur salive quand ils étaient dans le coma, se retrouvent à faire une surinfection pulmonaire. Donc on doit gérer cette surinfection. Cette surinfection, elle a tendance à demander des antibiotiques, évidemment. Et puis parfois on est obligé de maintenir les malades endormis ou avec des myorelaxants, des cures rares, pour que la machine puisse vraiment s'adapter à la fonction respiratoire et qu'on puisse comme ça délivrer de l'oxygène dans des bonnes conditions sur tous les organes et entre autres le cerveau qui est en grande souffrance. Deuxième complication auquel on est confronté, c'est comme le cerveau a été abîmé par cet hématome, cet AVC hémorragique, il y a une réaction locale qui s'appelle l'œdème. Et cet œdème va gonfler, et comme la boîte crânienne est une boîte fermée, la pression dans le cerveau va se mettre à monter. Quand vous rajoutez du contenu avec de l'œdème ou avec un hématome dans une boîte fermée, plus de volume dans une boîte fermée crée une surpression. Et cette surpression, elle est très toxique pour le cerveau qui n'est pas encore abîmé par l'hématome. Et donc on essaie de préserver en baissant cette pression. Et pour baisser cette pression, on doit rajouter soit de la sédation, soit des médicaments qui vont jouer sur le contenu en sel dans les cellules, soit des dérivations. Donc les chirurgiens nous aident beaucoup en mettant des systèmes de dérivation qui permettent de récupérer le liquide dans lequel baigne le cerveau. Donc c'est plusieurs techniques qu'on va comme ça associer, et tout ça avec le réglage du ventilateur, des éléments qui font que le cerveau en fait se retrouve dans un bon contexte, on dit une bonne homéostasie, pour le préserver face à des agressions secondaires qui seraient en lien avec une hypertension intracrânienne, donc une pression augmentée au niveau du cerveau. D'autres complications peuvent encore se surajouter, comme des embolies pulmonaires, comme des complications infectieuses sur d'autres sites. Donc en fait, on se retrouve dans un mode où le corps en fait, est très agressé et en grande difficulté. Et donc le but de la réanimation, c'est de faire passer cette étape pour que petit à petit, il y ait une récupération des fonctions des grands organes et puis que petit à petit, on puisse enlever la sédation. Une fois qu'on enlève la sédation, on va pouvoir examiner le patient pour voir s'il est encore dans le coma ou s'il n'est plus dans le coma. Quel est le devenir de ces patients? Certains malades vont se réveiller dès qu'on arrête la sédation. C'est-à-dire qu'en fait, rapidement, leur fonction conscience s'allume et donc ils vont pouvoir comme ça communiquer. Donc on va pouvoir dire si le malade est conscient ou pas en fonction de sa capacité à communiquer avec l'environnement. Et puis certains malades en fait, vont se retrouver dans des états intermédiaires qu'on appelle post-relationnels ou même végétatifs, c'est-à-dire en fait ils n'ont pas la capacité de récupérer une conscience d'emblée après l'arrêt de la sédation. Et c'est des états pour lesquels on se retrouve parfois en difficulté en se disant est-ce que cet état va être stationnaire. Donc si on est dans un état végétatif, c'est un état où on a un éveil sans réponse. C'est un état où en fait les malades peuvent avoir les yeux ouverts, ils peuvent avoir des mouvements réflexes, mais ils n'ont pas de réponse aux ordres simples, ils n'interagissent pas directement avec leur environnement. Ces états-là, en fait, sont parfois, malheureusement, des états qui peuvent être stationnaires et les malades ne sortiront pas de cet état végétatif. Et là, en fonction des directives, en fonction de la gravité, là encore, on peut se poser la question de est-ce qu'on poursuit ou pas les soins, est-ce qu'on doit amener un sevrage de la ventilation dans ces conditions ou est-ce qu'on doit arrêter les soins pour certains patients. Donc, on a introduit beaucoup d'éléments de pronostication pour comprendre qu'est-ce qui fait que les malades peuvent récupérer ou pas. Ça peut être de l'imagerie, ça peut être de l'électrophysiologie, ça peut être des examens cliniques répétés qui nous permettent comme ça d'interagir avec le patient et d'essayer de trouver pour chaque patient la meilleure solution qui lui correspond. Donc on est dans une médecine très personnalisée pour ces malades de réanimation
On n'est pas sur une médecine où on prend des grosses cohortes et on dit tout le monde est pareil. À chaque malade, on doit s'adapter à sa culture, à son culte, à sa famille, à son environnement, à ce qu'il aurait pensé pour lui, ses volontés. C'est ça qui nous apporte aussi beaucoup pour être certain en fait, qu'on l'accompagne le mieux possible. Certains malades iront en rééducation, ils progresseront et certains malheureusement mourront en réanimation parce qu'en pratique, leur maladie est trop grave par rapport à ce qu'ils auraient voulu ou par rapport à ce que le corps peut supporter. Donc on est dans cette dimension faut être adaptable à la fois au patient, à son environnement familial, à son culte et à la gravité de sa maladie pour l'amener là où finalement il sera dans le juste soin. Et pour résumer, quels sont les points à retenir pour cette prise en charge? Donc on est dans une médecine très personnalisée, une médecine qui structurellement est très technique, parce qu'elle a besoin de beaucoup de machines, une médecine qui amène quand même beaucoup d'humains, parce que comme on l'a dit, il faut beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'aides-soignants, une psychologue, des kinés, des médecins pour s'occuper de ces patients, dans le but de proposer à chacun et à chacune un parcours qui soit le plus en ressemblance avec le patient dans son intimité et dans ses volontés. Donc ça fait partie de nos priorités, d'être très adaptable à l'intimité du patient.